Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli dans ce cycle de conférences prestigieux dans cette université prestigieuse de Heidelberg. Et je remercie particulièrement à Madame Ketch pour sa disponibilité durant nos échanges, donc pour mettre en œuvre cette journée aujourd'hui. Donc, comme vous constatez, je pose une question pour cette présentation. La transition énergétique comme composante de la transition écologique. Cette question, je trouve assez nécessaire, en tout cas, poser cette question, car on cite concomitamment ces deux notions, donc la transition écologique et la transition énergétique. Nous allons voir que les composantes de ces notions peuvent être communs ou dans certains cas, il peut y avoir certaines contradictions, en tout cas, concernant ces deux notions. Donc, je trouve très importante, en tout cas, d'étayer ces notions de transition. Donc, pour commencer, bien évidemment, il nous faut certaines définitions. Tout d'abord, la définition de la notion de transition. Donc, du latin transire, cette notion signifie aller au-delà. En effet, il s'agit d'un terme assez dynamique qui indique un mouvement vers ailleurs, un changement. Cette notion de transition est utilisée pour la première fois dans le cadre des transitions démographiques, donc pour parler des changements au niveau des populations, dans le cadre des recherches alimentaires ou sanitaires, donc toujours attachées à cette question de la transition démographique. La notion de transition est accueillie assez tardivement chez le juriste. Donc, le droit n'a pas défini cette notion, mais utilisée notamment dans le cadre de cette question climatique, donc dans le domaine de l'environnement. On trouve en tout cas quelques exemples. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cadre juridique français, sans entrer bien évidemment dans les détails, mais je trouve très intéressant en tout cas ces passages tirés, donc le premier passage tiré de la première conférence environnementale qui a eu lieu en 2012 en France, donc qui nous donne déjà une première idée de l'utilisation de ces deux notions. Donc, quand on parle, comme vous voyez en tout cas dans cette citation, quand on parle de faire de la France une nation de l'excellence environnementale, donc on indique bien qu'il faut engager la France dans la transition énergétique qui est définie, qui est fondée sur la sobriété et l'efficacité, ainsi que sur le développement des énergies renouvelables. Et donc, on ajoute également, il faut engager la France dans la transition écologique. Donc, pour compléter cette citation, en tout cas, ce qu'on constate ici, la transition écologique a un sens plus englobant qui inclut également les composantes de la transition énergétique. Donc, en tout cas, on ne définit pas ces deux notions, mais on saisit déjà ces composantes dans ce premier exemple. Dans le deuxième passage, on voit maintenant un peu plus près cette notion de transition écologique, donc qui privilégie la sobriété énergétique, le respect de l'environnement et l'économie circulaire pour poursuivre une logique différente de l'économie traditionnelle, etc. Donc ici, on voit de nouveau les composantes de la transition énergétique dans la notion de transition écologique. Donc, il s'agit de deux notions différentes, certes. Pourtant, ces notions ne sont pas des antonymes, donc on trouve des éléments communs, mais il ne s'agit pas des notions synonymes. Donc, c'est la raison pour laquelle cette présentation aujourd'hui va parler d'une part de cette notion de transition écologique et la notion de la transition énergétique. Je n'ai pas mis dans cette présentation, mais j'aimerais ajouter quand même quelques éléments concernant spécifiquement la notion de transition énergétique. En effet, cette notion, elle n'est pas
elle n'est pas vraiment récente parce que déjà dans les années 80, donc au moment du premier choc pétrolier, on avait déjà abordé cette notion de transition énergétique pour réfléchir aux autres solutions en termes de production d'énergie dans le monde entier. Donc cette question a été liée à cette crise énergétique. Et il s'agit aussi d'une notion qui a d'autres composants qu'on ne trouve pas dans la transition écologique. Par exemple, la sécurité d'approvisionnement énergétique ou encore la garantie d'accès à une énergie à un prix abordable. Donc, cette petite parenthèse, c'était pour vous mentionner encore quelques éléments concernant la transition énergétique. Mais aujourd'hui, donc dans cette présentation, notamment dans la première partie, nous allons voir les éléments communs à ces deux notions et dans la deuxième partie, nous allons apporter une approche plutôt critique pour ne pas contredire tout ce qu'on vient de dire dans la première partie, mais pour élargir le point de vue et la réflexion. Donc, pour la première partie, tout d'abord, je vais vous donner quelques éléments communs, encore une fois, à ces deux notions. Donc, il s'agit plutôt des considérations conceptuelles et politiques. Et ensuite, nous allons voir plus concrètement des vecteurs pour réussir à la fois la transition énergétique et écologique. Commençons avec la notion de développement durable. Donc, à titre introductif, il faut bien préciser qu'il s'agit plutôt d'un concept que d'un principe. Donc le concept de développement durable, si on peut le dire. En effet, ce concept a déjà, en tout cas on trouve ses racines dans le cadre, dans un autre principe, c'est le principe de conservation. Et on trouve ce principe notamment dans les traités internationaux qui sont relatifs particulièrement au droit de la pêche. Il s'agit d'un principe utilitariste, donc qui se concentre plutôt sur l'utilisation rationnelle des ressources. Donc un principe utilitariste, bien évidemment, au service de l'être humain. L'idée de conservation existe également dans le cadre de ce principe de conservation, mais cette idée de conservation, bien évidemment, qui est motivée par une autre idée, c'est l'idée de rentabilité. Donc on n'est pas dans la protection, préservation des ressources naturelles, on est dans l'utilisation rationnelle. Donc c'est important, en tout cas, il était important de préciser son ancêtre, l'ancêtre du concept de développement durable pour déjà saisir l'approche anthropocentrique de la protection de l'environnement. Donc on trouve dans les années 70 l'utilisation de cette notion de développement durable, notamment quand on constate les crises, quand on témoigne des grandes peurs liées à certaines catastrophes. Et si on cite quelques textes de référence, notamment sur le plan international, on se place sous l'égide des Nations Unies, car c'est une notion introduite et développée notamment à cette échelle internationale. Donc cette fameuse réunion de Stockholm qui introduit l'idée de l'éco-développement, donc c'est-à-dire dans ce concept de développement, on introduit également les préoccupations environnementales. Ensuite, tout en restant toujours à cette échelle internationale, donc sous l'égide des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, on retrouve également le fameux rapport de la Commission de Brundtland qui parle également des intérêts des générations futures, donc non seulement des intérêts des générations présentes, mais aussi ceux des générations futures, pour également souligner le caractère spatio-temporel de la protection de l'environnement. Ensuite, à Rio, la question, donc cette notion de développement durable se popularise. Donc on trouve par la suite d'autres conférences que je vous ai mis dans cette présentation comme référence, donc si vous souhaitez également consulter par la suite. Et
à ce concept de développement durable, on ajoute également d'autres éléments, des sous-titres qui sont directement ou indirectement liés à la protection de l'environnement tout en gardant cet objectif de développement. Donc, plus actuellement, nous avons ces 17 objectifs de développement durable qui sont développés toujours à l'échelle internationale. Donc, c'est toujours dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et qui sont également soulignés au moment de l'accord de Paris, donc en 2015. Comme vous voyez, ces objectifs dans ce diapo, donc on énumère ces 17 objectifs. Ce sont en effet des défis mondiaux qui sont liés au changement climatique. Et donc, encore une fois, je précise, ce sont des éléments qui concernent directement ou indirectement cet objectif de la lutte contre le changement climatique, donc qui inclut à la fois l'idée de la transition écologique et celle de la transition énergétique. Donc j'ai souligné certains objectifs pour notamment qui nous donnent des éléments plus explicites relatifs à la transition énergétique, mais encore une fois, de manière générale, tous ces objectifs ont un lien avec les transitions énergétiques et écologiques. Comme je vous avais parlé au début que je parlerai du cadre juridique français, sans entrer bien évidemment dans les détails, donc la notion de développement durable, elle est introduite dans la Charte de l'environnement. Je n'ai pas mis ici, mais la Charte de l'environnement de 2004, qui a gagné une valeur constitutionnelle en France en 2005, traite déjà de cette notion de développement durable. Mais on trouve plus clairement, donc de manière détaillée, les objectifs de développement durable en droit français dans le Code de l'environnement. Donc, si je cite certains éléments, je reprends de nouveau cette idée de la lutte contre le changement climatique. Nous avons également cet objectif de préservation de la biodiversité ou d'autres services écosystémiques, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, donc le caractère spatio-temporel de la protection de l'environnement est accentué. L'épanouissement de tous les êtres humains, c'est un élément très important car nous allons voir tout à l'heure que quand on parle du progrès, il faut ajouter également cet élément de progrès social et donc on accentue également l'importance de cet objectif. Et ensuite, la transition vers une économie circulaire, donc une économie circulaire qui est plutôt dédiée à l'utilisation rationnelle des ressources ainsi aux objectifs de recyclage, etc. Donc, si on regarde de manière générale les objectifs nationaux et européens, bien évidemment, nous sommes, en tout cas dans le cadre législatif, dans le cadre juridique de l'Union européenne, nous avons aujourd'hui le 4e paquet énergétique de l'Union européenne. Donc le 4e paquet qui s'intitule « Une énergie propre pour tous les Européens ». Donc dans ce 4e paquet européen, comme vous voyez à droite dans le tableau, nous avons élaboré certains textes juridiques, donc les directives et les règlements européens, qui ont des objectifs communs de transition écologique et de transition énergétique. De manière plus spécifique, donc concernant la transition énergétique, les objectifs se réunissent autour de 3 éléments clés. Donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, bien évidemment. Comme vous voyez, nous avons ciblé certains chiffres pour certains horizons de temps. Ici, j'ai mis l'exemple de 2030 parce que comme on est déjà en 2020 et qu'on n'a pas pu atteindre les objectifs de 2020 dans le cadre de l'Union européenne, donc
la prochaine date, en tout cas, c'était 2030. Et nous avons également des objectifs à l'horizon de 2050. Donc, concernant en tout cas ces objectifs clés pour 2030, donc, comme je viens de dire, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de la part des énergies renouvelables, encore certains chiffres clés, et l'amélioration de l'efficacité énergétique. En effet, ce sont bien évidemment des composantes de la transition énergétique, mais qui sont également au service de la transition écologique, car, de manière générale, l'objectif, c'est de répondre à la lutte contre les changements climatiques. Donc, qui est également de l'actualité, le nouveau Green Deal européen. Et ce pacte vert pour l'Europe a également des sous-titres, donc les domaines d'action. Si on regarde ces domaines d'action, on trouve de nouveau des éléments, des considérations communes à la transition énergétique et à la transition écologique. Donc on retrouve la biodiversité, la protection de la biodiversité. On trouve de manière un peu nouvelle, en tout cas cette question elle est nouvelle en Europe, l'alimentation saine. Ensuite, la durabilité dans l'agriculture, une énergie propre, donc je reprends du coup les titres, une industrie durable, donc en considérant toujours l'objectif de l'économie circulaire, la construction et la rénovation. Et je n'ai pas précisé, mais en effet, sous ce titre, il est fait référence également à la performance énergétique des bâtiments. Du coup, on peut avoir toujours les éléments de la transition énergétique dans le cadre de la construction et de rénovation des bâtiments. Ensuite, une mobilité durable et une élimination de la pollution, l'action pour le climat, etc. En effet, ces domaines d'action répondent à la fois aux engagements de la transition énergétique et écologique. Quand on jette un coup d'œil au cadre juridique français, encore une fois, j'ai mis quelques textes adoptés ces dernières décennies. Par contre, j'aimerais bien insister sur l'importance de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, donc connue également comme la Grenelle 2, la loi Grenelle 2. En effet, c'est une loi importante car nous avons mis en place des actions concrètes dans le droit, en tout cas par cette adoption de cette loi. On a articulé les documents de planification environnementale et énergétique, donc ce qui nous donne cet exemple du traitement commun des transitions énergétiques et écologiques en droit français. Donc c'était une loi de référence, en tout cas une loi très importante dans l'histoire juridique en France. Ensuite, la deuxième loi, on peut dire la plus importante, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Avec cette loi, nous avons introduit de nouvelles notions, comme par exemple l'autoconsommation individuelle ou collective en droit français. Donc les objectifs de la transition écologique et énergétique se sont concrétisés par des actions concrètes par l'adoption de cette loi. Et dernièrement, la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, on a modifié les notions qui étaient déjà introduites par la loi de 2015 et on a également introduit de nouvelles notions comme par exemple les communautés d'énergie renouvelable en droit français. Donc cette dernière loi avait également pour objectif de transposer le dernier paquet européen en droit français, donc le paquet Une énergie propre pour tous les Européens. Et donc le processus de transposition est en cours
donc qui va s'achever au cours de 2021. Donc, pour réussir à la fois la transition énergétique et écologique, comme on voit, je commence par cette approche décarbonée et renouvelable, car on a bien vu que les objectifs énergétiques ciblent très clairement l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production et la consommation énergétique. Donc, que signifient ces énergies renouvelables? Donc, il s'agit des énergies dérivées de processus naturels en perpétuel renouvellement. Par extension, on parle également des filières ou des technologies des énergies renouvelables. L'augmentation de la part des énergies renouvelables répond également à cet objectif, à l'objectif de politique d'atténuation, tout simplement, pour concrétiser en tout cas, c'est la réduction des émissions des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, le rôle des énergies renouvelables est important pour atténuer, en tout cas, pour réduire et limiter les effets, les conséquences des changements climatiques. Nous avons également les politiques d'adaptation qui sont visées à moyen et long terme et qui s'agissent notamment de s'adapter aux transformations du monde, de notre monde, de la société, notamment contenant cette question climatique. Donc, il s'agit d'être tout simplement plus résilient face aux conséquences des changements climatiques. Donc, plus spécifiquement concernant le droit français, la France fixe des objectifs énergétiques dans la loi de 2015. Donc, je vous avais déjà cité, c'est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Donc, parmi ces objectifs, bien évidemment, on vise certaines filières des énergies renouvelables pour développer davantage par rapport aux autres. Donc, c'est l'énergie photovoltaïque, le solaire, l'énergie solaire photovoltaïque et les éoliennes terrestres sont deux filières, deux technologies des énergies renouvelables qui seront plus subventionnées, plus soutenues dans les années à venir. On le voit notamment dans le tableau à droite. Quand on regarde les chiffres de 2023 et 2028, on voit une différence notamment concernant le photovoltaïque et les éoliennes terrestres. Donc une augmentation, ça veut dire que nous allons mettre en place des mécanismes de soutien concernant plus spécifiquement ces deux matières, ces deux filières. Et c'est aussi important de préciser qu'il s'agit de deux filières les plus compétitives, car la question de rentabilité est très importante pour développer les énergies renouvelables, car ça peut être un frein, notamment même pour les individus que pour les institutions. C'est la raison pour laquelle ces filières sont également visées, car le marché mondial arrive à une maturation, en ce qui concerne les prix de production des matières, bien évidemment. Donc, un autre vecteur, c'est tout simplement la décentralisation. Donc, une approche territoriale et décentralisée. Donc, on vise la décentralisation en matière d'environnement et d'énergie. Donc, avant de citer quelques exemples de décentralisation, je trouve important de parler du caractère global des risques climatiques. Donc, global, ça veut dire quoi? C'est le global et local. Pourquoi les risques climatiques ont un caractère global? Car, déjà, si je vous donne cet exemple, par exemple, quand on parle des changements climatiques, quand on parle du réchauffement climatique au singulier, en effet, on essaye d'identifier ce phénomène, donc ce fait de la question climatique. Mais quand on parle des changements climatiques au pluriel, en effet, on parle des conséquences du réchauffement climatique. Cette utilisation terminologique est importante car la question climatique, le risque climatique est unique et commun à tous, sans frontières.
mais les conséquences sont plurielles car la traduction du risque climatique se définit en fonction du territoire. Donc, tout simplement, sur un territoire, il peut y avoir un phénomène de sécheresse, alors que sur l'autre, il peut y avoir des inondations. Donc, tout simplement, l'échelle locale devient très importante. C'est une échelle d'action, c'est une échelle de concrétisation, de mobilisation, mais aussi c'est une échelle sur laquelle le risque se traduit. Bien évidemment, les échelles internationales et nationales sont également importantes, car à l'échelle internationale, la question s'identifie, on identifie la question gagne une visibilité, voire une crédibilité, et c'est l'échelle de diplomatie. À l'échelle nationale, nous avons l'occasion de comparer les différentes régions au sein du même pays. C'est une échelle également qui évalue et qui compare les politiques et les engagements introduits à l'échelle locale. Et donc, on peut également mesurer et évaluer le potentiel du pays. Et donc, à l'échelle locale, comme je viens de dire, c'est l'échelle de mobilisation et de concrétisation également. Et c'est une échelle également importante et très importante pour l'acceptabilité sociale de la question climatique et énergétique, en tout cas. Aussi, dans le cadre de solutions, nous avons cette question de l'acceptabilité sociale, qu'on va revenir par la suite. Donc, tout simplement, il s'agit d'une complémentarité entre ces différentes échelles et la question climatique, environnementale et énergétique. Du coup, ça répond à la fois à la transition écologique et énergétique, ne peuvent pas avoir un traitement qui sera limité à une seule échelle. Donc, c'est assez détaillé ici, mais je vais vous résumer très simplement. Cette approche territoriale est également visée dans le cadre juridique. Donc, dans le cadre de l'Union européenne, nous avons déjà introduit cette idée de la décentralisation énergétique. Donc, tout simplement, on peut encourager les régions, donc l'échelle locale, de développer des politiques, des objectifs qui seraient plus ambitieux par rapport aux objectifs nationaux. Et plus concrètement, si on regarde encore les textes adoptés dans le droit français, on voit de manière accrue cette décentralisation énergétique, car on donne également certains pouvoirs aux collectivités territoriales pour développer des objectifs des énergies renouvelables, tout simplement, de la planification. J'avais mis ici dans le diapo, par exemple, un exemple de schéma régional climat, air, énergie. En effet, c'est un document de planification énergétique et environnementale et qui est adopté par les régions en France. En tout cas, nous avons cette idée selon laquelle la transition est un projet territorial, c'est-à-dire est réalisable à l'échelle du territoire, et cela est également confirmé par la doctrine. Donc j'avais mis entre parenthèses quelques références doctrinales si vous voulez avoir encore plus de détails en la matière. Donc, dans la deuxième partie, comme on vient de dire tout à l'heure, il ne s'agit pas de contredire tout ce qu'on vient de dire, mais il faudrait quand même nuancer ces rapports, en tout cas les rapports entre la transition écologique et énergétique. Et donc, on ne sera pas sceptique, mais encore une fois plutôt critique pour réfléchir de manière peut-être plus pertinente pour la mise en place de la transition écologique et énergétique à la fois. Donc, premièrement, nous allons voir qu'il y a d'autres concepts, d'autres considérations qui critiquent déjà la notion de développement durable, voire la notion de progrès ou bien de la croissance, donc
j'avais du coup ciblé ces 3 notions que je trouve très importantes de l'appréhender. Ensuite, nous allons voir, pour terminer, que la transition énergétique et la transition écologique peuvent avoir des intérêts contradictoires. Et donc, il faudrait les articuler, alors que, comme on a dit dans l'introduction, ce sont 2 transitions qui sont très attachées, et voire la transition écologique est englobante, donc qui englobe la transition énergétique, et comment ça se fait que ces 2 transitions peuvent avoir des intérêts contradictoires. Donc, dans cette dernière sous-partie, nous allons voir ces éléments. Donc, on commence avec cette notion de décroissance. J'ai mis dans le diapo l'ouvrage de Serge Latouche. C'est un écrivain, un professeur français, économiste, et il pose cette question: faut-il refuser le développement? Il avait déjà, en effet, cet ouvrage est publié en 1986. Une nouvelle édition est sortie en 2019, donc c'est la couverture de la dernière édition. Et en effet, dans cet ouvrage, il pose cette question. Et ici, j'ai mis un passage tiré de son article publié dans Le Monde diplomatique que vous pouvez consulter en cliquant ce lien. Et il nous précise un élément. Donc, je cite juste la première phrase: « Le projet de la décroissance n'est ni celui d'une autre croissance, verte par exemple, ni celui d'un autre développement soutenable, social, solidaire, etc. » Donc, en effet, il critique la notion de développement durable, et pour lui, il s'agit d'un aménagement rhétorique du développement. Pourquoi? Donc, la dernière phrase soulignée: car on n'implique jamais, dans le cadre de cette notion de développement durable, un projet sociétal, car on est toujours dominé par les préoccupations économiques. Donc, il nous incite à réfléchir les limites, donc le sens des limites, donc jusqu'où on peut croître, jusqu'où on peut développer. Et c'est la raison pour laquelle, déjà, je trouve très important concernant comme critique envers la notion de développement durable. Donc la notion qui est normalement commune à la transition écologique et énergétique. Ensuite, une autre notion, la notion de décélération, donc comme antonyme de l'accélération, qui est introduite par Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand, et dans son ouvrage, en effet, il définit la notion d'accélération sociale, donc, qui est composée par l'accélération technique, c'est-à-dire l'innovation technologique, ensuite l'accélération du changement social qu'on constate au sein du travail et de la famille, et enfin de l'accélération du rythme de vie et donc la vitesse de la société, et finalement on critique la modernité. En effet, pour lui, on est dans une pathologie de modernité, car toutes ces étapes sont un peu décalées. Donc nous avons une désynchronisation entre une décentralisation, entre les différents types de croissance. Tout simplement, on peut introduire un nouveau produit sur le marché, mais on ne peut pas savoir si le public profane est prêt pour accueillir cette nouvelle technologie. Donc on peut avoir un décalage entre l'innovation technique et le public, donc la réception par le public de cette innovation. Et donc la désynchronisation parle exactement de ce décalage entre ce différents types d'accélération. Donc un autre exemple pour concrétiser cette idée, tout simplement, on peut inventer un nouveau produit et on peut mettre sur le marché au plus vite possible sans faire des évaluations nécessaires au préalable, et le consommateur
peut devenir tout simplement le testeur de ce nouveau produit. Donc, la vitesse de la croissance peut être critiquée, en tout cas, par également ces différentes considérations. Donc, enfin, j'aimerais parler de cette notion de sobriété. Déjà, c'est une notion qu'on trouve de plus en plus aussi dans les textes juridiques. Et surtout, j'aimerais faire référence à mon cher ami Valentin Baudouin, d'ailleurs c'est aussi grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Donc je vous ai mis à droite la couverture de sa thèse qui est rédigée en droit de l'environnement mais par une approche privatiste. Car il propose d'introduire cette notion de sobriété dans le cadre des entreprises. Et donc, c'est très important, en tout cas, concernant la transition écologique et énergétique, cette notion de sobriété. Donc, je voudrais du coup parler de cette notion, déjà au premier sens, que signifie la sobriété. En effet, la sobriété signifie le caractère de celui qui est sobre, modéré, mesuré dans sa consommation d'aliments et de boissons. Donc, au sens premier, la sobriété a une définition, tout simplement, c'est une condition de bonne santé. Et dans l'histoire, on trouve cette idée de bonne santé, de condition de bonne santé, aussi, comme vous voyez dans ce premier passage, donc vivre longtemps et bien, donc une condition de bonne santé, se retrouve dans le comportement sobre. Le droit ne définit pas la notion de sobriété. Pourtant, on trouve cette idée de sobriété à l'origine même du droit, donc dans la notion de justice. La justice, la recherche de la justice, le juste équilibre entre les situations, tous ces éléments nous amènent au comportement modéré. Donc c'est l'objectif du droit. Chez les philosophes, on retrouve cette notion de sobriété sous différentes formes. Donc, Platon considère la sobriété comme une vertu, donc ayant encore 4 éléments, la tempérance, la prudence, le courage ou la force d'âme et la justice. Chez Saint Paul, la sobriété signifie la sagesse. C'est très intéressant, en effet, il conseille même d'être sage sobrement. Donc, soyez sobrement sage. Chez Montesquieu, la sobriété, autrement dit la frugalité, est indissociable des notions de démocratie et d'égalité. Donc, en effet, cette notion, elle n'est pas nouvelle, donc elle est déjà assez ancienne, si je peux le dire. Et aujourd'hui, on introduit cette notion dans le champ législatif. Donc, où on peut saisir cette notion de sobriété? Déjà, dans le cadre de l'Union européenne, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, on parle de l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, donc d'une utilisation sobre et des ressources naturelles. On a déjà cette idée de sobriété dans cet article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En droit français, la charte de l'environnement parle également des différents modes de consommation et de production et critique l'exploitation excessive des ressources naturelles. Donc, ici, on appelle également à adopter un comportement sobre. Plus explicitement, la notion de sobriété est utilisée dans le cadre de la sobriété énergétique, donc comme l'intitulé le précise assez clairement, et on la retrouve dans la notion de croissance verte, donc, qui parle également d'un développement à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, j'ai souligné dans ce passage. Et dans le cadre de la notion de l'économie circulaire, on retrouve également cette notion de sobriété, donc une consommation sobre et responsable de ressources naturelles et des matières premières primaires, comme on voit dans sa définition, on fait référence à la notion de sobriété. En tout cas, le droit fait référence, même si on ne définit pas.
Donc, pour terminer, en tout cas, on vient de voir les différentes considérations conceptuelles qui a une approche plutôt critique envers ce qui est existant, en tout cas dans les sociétés modernes, donc, et dans la façon de se développer. Et du coup, plus concrètement, on trouve ces intérêts contradictoires quand on parle des énergies renouvelables. Bien évidemment, on avait dit que la part des énergies renouvelables est à faire augmenter pour répondre aux défis climatiques, mais certains éléments sont également à souligner pour parler d'une coexistence plutôt conflictuelle. Donc j'ai mis conflictuel pour un peu accentuer cette notion de coexistence. Pourtant, déjà je pense que dans la notion de coexistence, on ne trouve pas toujours une coexistence pacifique. Mais j'ai voulu quand même souligner cette idée voilà, qui nous démontre les intérêts contradictoires des notions. Donc, j'ai voulu prendre les exemples de photovoltaïque et des éoliennes terrestres en deuxième, donc après les photovoltaïques. Comme on a dit, en France, nous pensons développer davantage ces filières. Donc, qu'est-ce qu'un photovoltaïque? Ici, à droite, vous voyez les images. En effet, ce sont des exemples de photovoltaïque installés au sol. Bien évidemment, quand on parle de photovoltaïque, on trouve davantage aussi des modèles surbâtis, donc sur les toits des maisons d'habitation, donc résidentielles ou d'autres types d'installations. Donc, pour avoir des intérêts un peu contradictoires, j'ai voulu prendre cet exemple de photovoltaïque installé au sol. Donc, il s'agit bien évidemment de convertir le rayonnement solaire en électricité, mais il existe également d'autres façons de reconversion en chaleur. Mais ici, je cite cet exemple plus précisément. Donc, les deux images, j'ai mis les sites internet également pour montrer cette référence. Et ce sont des exemples des installations au sol. Et comme vous constatez, ça prend beaucoup d'espace. Et il peut y avoir, bien évidemment, des soucis. Donc des soucis juridiquement, comment ils sont réglés? Ils sont réglés par les codes. Nous avons des règles juridiques et ces règles juridiques nous donnent une trame pour suivre, pour avoir des autorisations concernant ce type de projet. Donc une autorisation de construire dépend également de différentes réglementations. Donc au titre du Code de l'urbanisme, on peut trouver des éléments comme vous voyez dans le diapo. Et encore une fois, il existe des règles découlant du Code de l'environnement ou encore du Code de l'énergie. Mais je vais donner plus précisément l'exemple du Code de l'environnement, comme il s'agit de mettre en concurrence les intérêts écologiques et énergétiques. Donc, la réglementation applicable au titre du Code de l'environnement nous impose de mettre en place des évaluations environnementales et les études d'impact. Bien évidemment, ces éléments ne sont pas obligatoires pour tout type d'installation. Donc, il s'agit de certains seuils. Donc, si on dépasse ces seuils, il faut prendre ces autorisations. Et donc, logiquement, tout est bien défini dans le Code de l'environnement. Il peut y avoir d'autres réglementations plus spécifiques. Par exemple, j'ai mis quelques exemples. L'évaluation au titre de Natura 2000, donc c'est une réglementation qui est issue du droit européen. Ensuite, il peut y avoir soit une autorisation donc, qui est soumise à déclaration ou à autorisation.
Et cela peut être aussi au titre de la police de l'eau ou encore le projet peut être soumis à une autorisation de défrichement. Donc défrichement, ça veut dire quoi? Donc c'est de détruire l'état boisé d'un terrain et donc de mettre fin à sa destination forestière. Donc pour le faire, il faut demander une autorisation. Et certains enjeux sont présents finalement concernant ces projets de photovoltaïque. Donc si on catégorise très simplement ces enjeux, il s'agit des enjeux agricoles, des enjeux de préservation du patrimoine et du paysage et des enjeux de préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Donc concernant plus spécifiquement par exemple la préservation du patrimoine, cet exemple en tout cas, on le constate davantage concernant les installations photovoltaïques sur bâti. Tout simplement, il est interdit de mettre des photovoltaïques sur des bâtiments qui ont une valeur patrimoniale, architecturale. Donc, logiquement, certains encadrements sont faits pour limiter cette utilisation de ce type d'énergie renouvelable dans certains endroits. Et donc, entre parenthèses, on développe encore plus en détail ces éléments, mais de manière générale, ces enjeux agricoles, ou encore une fois relatifs au paysage ou à la biodiversité, sont communs à la transition écologique et énergétique. Et on trouve, en tout cas, comment on fait, il faut trouver un compromis, donc on articule ces différents enjeux qui découlent de l'installation des photovoltaïques. Donc un autre exemple concerne, comme je viens de dire, les éoliens terrestres. Donc que signifie une éolienne? Une installation éolienne, en effet, étymologiquement, le nom du personnage mythologique Éole, donc qui est connu comme le maître de vent, qui donne ce nom à cette technologie, les éoliens. Et quand on regarde cette image, on voit qu'il s'agit des éoliens terrestres, donc sur le sol, contrairement à l'utilisation des éoliennes offshore ou bien qui sont installés en mer. Donc nous avons deux modes d'exploitation des éoliens. Ensuite, concernant les typologies d'installation, je vais vous donner plutôt l'exemple de l'utilisation industrielle, donc non domestique, des éoliennes. Concernant le régime juridique des éoliennes, en tout cas, c'est une technologie qui est beaucoup plus contestée, donc qui trouve plus d'opposition par rapport aux autres technologies. Donc, on verra également les enjeux qui sont en question. Et en droit, le législateur intervient, bien évidemment, pour encadrer le régime, pour sécuriser. Et cela aussi est un moyen de convaincre le public, les populations, qui seront opposés peut-être à un projet. Donc, quand on met en place un régime beaucoup plus strict, cela donne aussi une image comme quoi on veut bien encadrer, on protège, donc on prend en compte sérieusement d'autres enjeux relevant des questions environnementales ou écologiques. Donc, comme le photovoltaïque, les éoliens se retrouvent également. Les règles juridiques régissant les éoliens, les installations éoliennes se retrouvent également dans le Code de l'environnement, Code de l'urbanisme, Code de l'énergie. Et concernant plus spécifiquement les éoliennes offshore, c'est aussi le Code de la propriété des personnes publiques. Mais ce sont encore une fois des détails et je vais en passer. Donc on planifie également les installations des éoliennes en France, donc un schéma que je vous avais déjà cité, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, planifie également l'installation des éoliens sur le territoire. Donc, quelques exemples en ce qui concerne cette articulation des intérêts énergétiques et écologiques. Tout simplement,
l'implantation des éoliennes dans les zones agricoles les implantations, excusez-moi, sont autorisées, mais sous certaines conditions. Donc, le droit, le code de l'urbanisme nous donne les détails, et c'est en effet, il faut trouver bien évidemment un compromis entre l'utilisation de ces zones agricoles et les installations éoliennes. Donc, c'est de voir au cas par cas en tout cas, mais comme vous voyez, ce n'est pas interdit. Contrairement aux zones naturelles, qui est, en tout cas, l'implantation dans les zones naturelles est en principe interdite. Donc, car cette préservation de la zone naturelle est justifiée pour plusieurs raisons. Et l'administration suit également cette règle d'interdiction. En tout cas, cela est le cas dans le cadre juridique français actuellement. Et l'exploitation des éoliennes sont également soumises à certaines règles juridiques. J'aimerais vous parler de cette autorisation ICPE. ICPE, en effet, c'est des installations classées pour la protection de l'environnement. Ce sont des installations peut-être plus sensibles du fait qu'ils ont un risque beaucoup plus élevé par rapport aux autres, et donc c'est un régime beaucoup plus strict par rapport aux autres types d'installations. Donc, les éoliennes terrestres, encore une fois, pas toutes les éoliennes, mais c'est une question de seuil, c'est en fonction de la hauteur du mat de l'installation, entre dans ce régime juridique qui est encadré de manière beaucoup plus stricte. Donc, c'est un exemple, donc on voit que c'est assez juridique, mais ce sont des moyens pour concilier les intérêts contradictoires que la transition énergétique et la transition écologique possèdent. Donc, tout simplement, peut-être si vous suivez un peu la question des éoliennes aussi en France, c'est bien médiatisé et nous avons un contentieux beaucoup plus développé par rapport aux autres pays. Donc l'acceptabilité sociale est plutôt problématique en France. Certains collectifs d'opposants se sont réunis, donc se sont construits, et qui considèrent les éoliens comme étant un désastre écologique pour certaines raisons. Donc ici aussi, certains enjeux sont en question, donc les enjeux environnementaux et sanitaires, par exemple les nuisances sonores et infrasoniques générées par les vibrations de l'air ou paysagers. Donc, comme on peut comprendre très facilement que nous avons une visibilité qui est beaucoup plus directe avec les installations des éoliens, et donc ça peut attirer la réaction du public, des riverains, des populations riveraines. Et quand on regarde le contentieux en matière, on voit que le juge essaie de trouver un compromis entre les intérêts contradictoires. Vous allez peut-être poser cette question, pourquoi c'est au juge de trouver le compromis? En effet, les intérêts énergétiques et les intérêts écologiques ont une même nature juridique. Donc, hiérarchiquement, on ne peut pas vraiment les classer parce qu'il s'agit à la fois de répondre à cette question climatique, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc parmi parmi les réponses, l'augmentation des énergies renouvelables est comptée. Et d'autre part, il s'agit aussi de la protection de l'environnement, de la préservation des intérêts écologiques. Et en effet, quand on regarde le Code de l'environnement, tous ces intérêts ont la même nature juridique, ont au même niveau juridique, donc ils ont la même protection juridique. Et quand il s'agit des situations qu'on n'arrive pas à trouver la réponse dans la phase pré-contentieuse, c'est en contentieux, donc on juge de trouver un compromis et c'est en prenant aussi en compte les cas donc, spécifiquement, donc c'est un traitement un peu au cas par cas. Donc c'était
voilà, c'était un exemple assez concret qui nous montrait l'articulation, en tout cas, des intérêts écologiques et énergétiques. Donc, pour finir, j'aimerais parler dernièrement encore une fois d'une notion, donc c'est la notion d'anthropocène, et je trouve que ça va nous donner encore une fois des idées pour concevoir en tout cas ces transitions énergétiques et écologiques. Donc avant de parler de l'anthropocène, j'ai mis ici encore une fois un ouvrage qui est dirigé sous la responsabilité de Gérard Hess et Dominique Bourg, donc tous les deux philosophes de l'environnement, donc du domaine de l'environnement, qui déjà critiquent la notion de développement durable. Et donc pour eux, la notion de développement durable, donc le concept de développement durable, a du mal à se rompre avec le présent. Donc quand on a du mal à se rompre avec le présent, ça veut dire quoi? On est plus soumis aux intérêts du présent. Donc bien évidemment, c'est une notion qui prend en compte les générations futures, mais tout en restant attaché aux intérêts présents. Ensuite, il s'agit d'une notion onusienne, donc comme on a dit que c'était une notion définie et introduite par l'Organisation des Nations Unies, donc il considère que c'est une démarche plus imposée, donc top-down, que bottom-up, qui sera déclenchée par le bas. Et enfin, on est toujours dans cet objectif de développement, donc le désir du progrès, sans savoir si le profane aurait bien reçu ce développement, ce progrès. Du coup, il propose qu'on renouvelle cette notion, on redéfinisse la notion, y compris la notion de transition. Et donc, cette demande de redéfinition de la notion de transition est notamment bien accueillie chez les chercheurs qui travaillent sur cette question de l'anthropocène. Donc, l'anthropocène comme notion est introduite par Paul Crutzen, qui est un météorologue et chimiste d'origine néerlandaise qui avait également eu un prix Nobel pour ses travaux sur la constitution chimique de l'atmosphère. En effet, il a introduit cette notion, il a rendu visible en tout cas cette notion dans un ouvrage qui est publié en 2006. Donc, ce n'est pas l'ouvrage, comme vous voyez, c'est un ouvrage collectif, mais en effet, il a publié un article en 2006 sur cette notion. Donc, tout simplement, il considère que les activités humaines constituent une sorte de géologie. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, on peut trouver dans l'atmosphère certaines compositions chimiques qui ne seraient pas produites par la nature, donc par l'activité humaine. Donc, c'est la raison pour laquelle, en effet, il parle de cette notion dans son domaine assez scientifique, mais il est intéressant car la notion était reçue dans d'autres disciplines. Donc, ici, vous voyez trois ouvrages. Premièrement, l'ouvrage de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Frézoz, les chercheurs français, qui ont rédigé le premier ouvrage en français concernant cette notion de l'anthropocène. Et donc, c'était un ouvrage qui était publié dans le cadre de sciences sociales, donc cet aspect sociologique de la notion. Ensuite, Andreas Malm, un chercheur suédois, qui a rédigé cet ouvrage, L'Anthropocène contre l'histoire. Donc, l'intitulé de l'ouvrage, c'est L'Anthropocène contre l'histoire. Et pour parler de la responsabilité des thermocapitalistes, pour bien sûr trouver cela incombe à quelle société, à quel moment cette situation du monde, de l'atmosphère actuelle. Donc, troisièmement, c'est l'ouvrage de Michel Magny qui s'intitule « Aux racines de l'Anthropocène ». Donc, c'est un ouvrage qui
la modernité, donc c'est une approche encore une fois politique de la modernité actuelle, donc, qui parle également cette notion de l'anthropocène. Donc plus spécifiquement, ici j'ai mis un tableau et quelques passages. En effet, ces éléments sont tirés d'une conférence qui est assurée par Jean-Baptiste Frezos. Il était intervenu l'année dernière à Strasbourg dans le cadre d'un colloque, c'était le colloque sur l'environnement. Et donc, il a présenté ses idées concernant cette notion de l'anthropocène et notamment sur la notion de transition énergétique. Donc, il était très important de souligner que pour lui, la transition n'existe pas. En effet, il n'y a jamais eu de transition énergétique. Pourquoi ? Parce que nous avons ajouté une énergie sur l'autre. Donc, il y a toujours eu une addition, mais pas de remplacement d'une énergie par une autre. Donc, c'est la raison pour laquelle la transition, c'est une question de choix. Donc, il faut choisir un type d'énergie, remplacer et ne pas additionner. Donc, si vous regardez le tableau qui est également tiré de son intervention, que vous pouvez d'ailleurs accéder en ligne, la ligne noire, c'est en effet la ligne qui nous donne cette addition, les additions des autres types d'énergie. Donc, si vous voyez, si la situation est grave aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas choisi une technologie, on a additionné une technologie sur une autre, et que s'il faut remettre en question, en effet, ça doit être la notion de transition. Donc, pour finir, encore quelques notions, et parce que nous avons présenté un peu de manière assez générale les notions de transition écologique et énergétique, et dans la deuxième partie, nous avons essayé de relativiser ces approches en ajoutant des nouveaux concepts, des nouvelles notions. Et pour terminer, je trouve que pour réussir la transition écologique et énergétique à la fois, il faut prendre en compte, d'après moi en tout cas, ces trois éléments. Donc, premièrement, le principe d'intégration. Déjà, que signifie ce principe d'intégration? En effet, quand on veut développer une politique environnementale, comme vous avez bien vu, le premier réflexe, c'est de voir le Code de l'environnement ou le ministère de l'Environnement ou voilà, les institutions, les agences relatives à cette question de l'environnement. Alors qu'il faut que cette question environnementale, cette préoccupation environnementale soit intégrée dans toutes les politiques. Donc, il ne faut pas spécialiser la question. Si que toutes les politiques publiques intègrent cette préoccupation environnementale, la question sera déjà au moins relativement répondue. Le principe de non-régression, je trouve très important aussi parce que c'est un nouveau principe comparé aux autres principes du droit de l'environnement. Que signifie ce principe de non-régression? En effet, si on adopte une politique aujourd'hui, on ne peut pas aller en arrière, donc on ne peut que améliorer la politique existante. Donc les mesures à prendre, les mesures à suivre doivent avoir ce caractère, donc ça doit être la version améliorée de sa précédente. Et ce principe de non-régression, il est intégré, introduit en tout cas, dans le droit français. Et donc, comme vous voyez, je vous avais dit que c'était un principe assez récent, car il est introduit en 2016, alors que les autres principes, c'était, on peut dire, au début des années 2000. Donc, enfin, la coviabilité, c'est une notion qu'on rencontre en tout cas aussi assez récemment. Quand je dis on rencontre, en fait, je parle des juristes, car ce sont des notions qui sont un peu loin, des juristes, comme je vous ai dit plusieurs fois, que le droit ne définit pas la sobriété, le droit ne définit pas la transition, etc. Ce sont des notions qui sont traitées malheureusement tardivement par les juristes.
Donc, comme vous voyez dans cette image, c'est un ouvrage collectif qui est dirigé par Olivier Barrière. C'est un juriste environnementaliste français et il étudie également cette notion de coviabilité et qu'il incite à repenser la relation de l'humanité à son environnement. Donc, il incite à repenser notamment les interactions entre les systèmes humains et non humains et de reconnaître leur interdépendance. Donc, pourquoi j'aimerais parler de cette notion de coviabilité? Car si on veut mettre en place la transition énergétique, y compris la transition écologique, il faut prendre en compte non seulement les systèmes humains, mais aussi non humains. En effet, cette idée rejoint toutes les autres idées développées et il faut donc maintenir le vivre ensemble pour la bonne conduite de nos sociétés. Donc voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, je m'excuse si c'est le cas. Et je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour vos questions. Donc, merci beaucoup.